Avant son départ définitif, Philippe Carter III, reçu par le président Alassane Ouattara, rentré hier de Paris, l'ambassadeur s'est dit optimiste quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Retour en Côte d'Ivoire des Ivoiriens réfugiés au Mali depuis 2002. C'est le premier rapatriement volontaire en provenance du Mali. Et puis en Syrie, une opération militaire contre le régime de Bachar el-Assad semble imminente. Une question de jour selon un membre de la coalition nationale syrienne. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de faire ses adieux à la Côte d'Ivoire, Philippe Carter III a été reçu par le président Alassane Ouattara, rentré d'un séjour privé en France hier. Au terme de cette audience, le chef de l'État a indiqué avoir tenu à rencontrer Philippe Carter III pour son soutien à la Côte d'Ivoire, ses conseils avisés et son appui à nos actions au cours des 3 années qu'il a passées en Côte d'Ivoire. Le point avec Awa Touré. Le président de la République Alassane Ouattara, rentré cet après-midi d'un séjour privé en France, a tenu à recevoir l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, qui quitte définitivement notre pays. L'occasion pour le chef de l'État de remercier de vive voix cet ami de la Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur de la paix. Je tenais à le rencontrer avant son départ pour le remercier. Pour les 3 années qu'il a passées ici en Côte d'Ivoire, il a été d'un grand soutien à notre pays, à tout ce que nous avons tenté de faire ces dernières années. L'ambassadeur Carter est arrivé ici à la veille des élections présidentielles de 2010. Donc il a vécu toute la période électorale, post-électorale et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Donc je tenais, monsieur l'ambassadeur, à vous dire un grand merci pour les conseils très avisés que vous nous avez donnés, le soutien que vous-même et votre gouvernement nous avez donné. Et nous espérons que dans vos nouvelles responsabilités, vous continuerez de penser à nous. En tout cas, merci et vous transmettrez nos salutations et notre gratitude au président Obama. Le diplomate américain a pour sa part indiqué qu'il part avec beaucoup de souvenirs, mais aussi avec une grande appréciation du leadership du président Alassane Ouattara. Nous avons travaillé beaucoup ensemble et avec les autres bailleurs de fonds, les autres diplomates. Et comme moi-même, j'ai beaucoup de confiance à le président pour sa capacité, son sincérité, d'adresser tous les défis en face de la Côte d'Ivoire et pour avancer la cause du peuple ivoirien. Avec les États-Unis, la Côte d'Ivoire, en particulier le président de la République, va trouver des amis. Et le soutien du gouvernement des États-Unis va continuer. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ce geste et pour votre amitié et toutes les choses, et particulièrement pour la première dame et ses efforts avec les enfants. Et c'est fantastique. Merci à tous et au revoir. Après cette rencontre avec le président de la République, Philippe Carter III, est allé prendre son vol pour son pays, les États-Unis, où il est appelé à de nouvelles fonctions. La commune de Yopougon a désormais sa bibliothèque municipale. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a offert à la mairie des ouvrages de culture et des ordinateurs dotés d'Internet haut débit. La valeur du don est estimée à 8 millions de francs CFA. Douad Lazer. Une bibliothèque dotée d'Internet à haut débit dans la commune de Yopougon. Baptisée Philippe Carter III, du nom de l'ex-ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, elle devrait soulager la jeunesse de la commune en quête de savoir. C'est un ouf de soulagement pour la population, surtout pour la jeunesse, parce que nous avons même les ouvrages en audio. On va apprendre aussi à s'exprimer en anglais et apprendre l'anglais. Pour Gilbert Kafana Kone, maire de la commune, ce don témoigne d'une franche coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Grâce à cette informatisation,
Notre bibliothèque ne sera pas qu'une fenêtre ouverte sur le monde, mais plutôt une grande porte. C'est de votre envie de lire, de vous informer que dépendra le succès de cette bibliothèque. Son Excellence Philippe Carter III, ex-ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, soutient que c'est par la culture que la nation ivoirienne peut se développer dans la durée. J'ai trouvé mon métier, mon profession, dans une bibliothèque petite comme ça, quand j'étais jeune. C'est une porte pour votre communauté. C'est un site d'ensemble pour votre communauté. L'adhésion à la bibliothèque se fait après paiement de certains frais. Déjà, des élèves et étudiants de Yopougon sont installés sur les ordinateurs à la recherche du savoir. L'armée, les douanes, la police et la société civile ivoirienne sont en conclave. C'est à l'initiative du département de la défense des États-Unis d'Amérique. Ils réfléchissent avec le Centre des relations civilo-militaires de ce département sur le plan de sécurité nationale. Léon Bro. Quand on a affaire à ce genre de personnes-là, aux forces de l'ordre, c'est la force qui prime. Il n'y a jamais le droit qui prime. Ce témoignage, une illustration de l'insuffisance de professionnalisme chez les forces de sécurité. Insuffisance que les États-Unis veulent aider à pallier. À la clé, un renforcement des capacités des militaires, douaniers, policiers et acteurs nationaux de la société civile. En 4 jours, ils vont passer au peigne fin, entre autres, le civisme, la discipline militaire, les rôles et missions des forces de sécurité, les relations entre civils et militaires. Sur ce volet, l'accent sera mis par exemple sur l'obligation des forces de l'ordre à secourir les civils en danger ou à les protéger même quand ils sont en état d'arrestation. C'est d'arriver à une meilleure compréhension, connaissance, respect mutuel entre tous les prenants. Les questions, les défis sociaux, économiques, santé sont tous impliqués dans la question de la sécurité nationale. Le sentiment de bien-être au niveau de l'État et au niveau du peuple. Il s'agit en clair d'aider à la mise en œuvre des processus d'élaboration et de planification de la sécurité nationale, deux pans importants de la réforme du secteur de la sécurité, RSS. À l'ouverture des travaux, le Conseil national de sécurité et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire ont engagé les participants à des réflexions fructueuses, indiquant que la RSS vise à asseoir une armée citoyenne beaucoup plus respectueuse des droits de l'homme et favorisant donc les investissements. Descente musclée des éléments de la direction des enquêtes de la police nationale à Adjamé-Roxy. Environ 11 tonnes de produits pharmaceutiques non autorisés par la pharmacie de la santé publique saisis. Valeur marchande de plus de 40 millions de francs CFA. Francis Boifon. Ce sont des produits pharmaceutiques dangereux pour la santé que des éléments de la direction des enquêtes de la police nationale ont saisi ce mardi à Adjamé-Roxy. Environ 11 tonnes de médicaments estimés à plus de 40 millions de francs CFA. Parmi ces produits, on trouve des produits psychotropes qui ont les mêmes effets que la drogue que nous combattons habituellement, la cocaïne, l'héroïne ou bien le cannabis. C'est un signal fort que nous voulons envoyer à tous ceux qui s'adonnent à la vente des médicaments non autorisés sur les marchés, dira le commissaire Mamadou Bamba. Aujourd'hui, nous nous sommes contentés de saisir les produits. Nous avons voulu les toucher sur le plan économique, mais c'est sûr qu'à l'avenir, nous allons procéder à des arrestations et au déferment des personnes devant les tribunaux. Ces produits pharmaceutiques seront incinérés. Selon la direction des enquêtes de la police nationale, en moyenne, 240 kg de médicaments non autorisés sont saisis chaque mois dans le district d'Abidjan. Et puis ce retour en Côte d'Ivoire des Ivoiriens réfugiés au Mali depuis 2002, c'est le premier rapatriement volontaire en provenance du Mali. Rapatriement qui a été possible grâce à l'action conjuguée du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et du Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Chantal Akandan pour plus de détails. Après une dizaine d'années, hors de la Côte d'Ivoire, Ismaël vient de fouler le sol ivoirien. On a décidé de revenir au pays et
venir apporter notre modeste contribution à la nation, à répondre à l'appel de la nation. À leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ces réfugiés ivoiriens venant du Mali ont été accueillis par le Sahara, service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, et le HCR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Vous avez tout décidé de votre propre gré de revenir et je vous souhaite la bienvenue dans votre pays natal. Il n'y aura jamais mieux que chez soi, là où vous avez grandi, là où vous avez vos parents, là où vous avez vos amis, vos parentés, votre frère. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'allégresse, nous en tant que techniciens qui aident le gouvernement à donner de la protection. Le Sahara met l'accent sur la protection et la sécurité des rapatriés. On est chargé beaucoup plus, pour le moment en tout cas, de la protection, si on peut dire. C'est-à-dire qu'ils reviennent dans les conditions de sécurité et de dignité et que dans leur premier pas de réintégration au pays, les choses se passent pour le mieux sur le plan sécuritaire. Ce rapatriement volontaire intervient quelques semaines après celui du 1er août dernier, qui avait vu le retour de 55 autres réfugiés en provenance du Togo. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 200 000 réfugiés ivoiriens qui sont rentrés au Bercail. Les travaux relatifs à la recherche et au développement de l'agroforesterie viennent d'être relancés à Abidjan. Ces travaux étaient suspendus il y a 10 ans. Le point avec Francis Boifo. L'agroforesterie consiste à planter des arbres et à développer des cultures vivrières ou pérennes sur la même superficie. Entre 1990 et 2000, des experts du Centre national de recherche agronomique CNRA ont pu, à travers des techniques adaptées à la texture des sols, régénérer des vergers de cacaoyers et de caféiers. Malheureusement, certaines difficultés ont freiné l'expérimentation de ces techniques. On trouve des technologies, mais souvent le transfert de ces technologies-là vers le paysan pour qu'il s'approprie et améliore effectivement les mécanismes, même si l'ANADER existe, ne sont pas encore bien huilés. Donc, entre autres, au cours de cet atelier-là, on va réfléchir à ces questions-là. Comment rendre les résultats accessibles aux paysans et puis comment rendre le mécanisme fluide pour que les choses intéressantes qu'on a au laboratoire, au niveau de la recherche, puissent être utilisées par le paysan, par l'éleveur. Selon le chef de programme forêt et environnement du CNRA, 70% des sols ivoiriens sont dégradés. Avec la dégradation du couvert forestier, aujourd'hui, il y a une menace réelle qui pèse sur la Côte d'Ivoire au plan alimentaire, au plan écologique et même au plan financier. Le présent atelier vise à valider le document national de développement de l'agroforesterie. Il servira de guide aux experts du CNRA, des ministères des eaux et forêts, dans la mise en œuvre du programme de réhabilitation des sols, des forêts et à l'augmentation des produits agricoles. Démarré le lundi dernier, la grève des chauffeurs de taxi-compteurs se poursuit, prolongeant ainsi le calvaire des Abidjanais qui sont confrontés à d'énormes difficultés pour se déplacer afin de se livrer à leurs différentes occupations. Suite à cette grève, le ministère des Transports et les acteurs du secteur se sont rencontrés. À l'issue de cette rencontre, les transporteurs conducteurs de taxi ont de nouveau été invités à prendre toutes dispositions utiles pour se mettre à jour conformément à la réglementation. Par ailleurs, les parties se sont accordées pour encourager et intensifier les mesures susceptibles de lutter efficacement contre le racket et la concurrence déloyale. Par conséquent, le ministre des Transports invite tous les exploitants du transport urbain dans l'agglomération abidjanaise à reprendre le travail à compter de ce jour. En dépit des efforts consentis par le gouvernement en matière de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques, la corruption en Côte d'Ivoire reste toujours une préoccupation. Dans cette analyse, Laurent Banga invite les Ivoiriens à s'approprier la campagne de sensibilisation initiée par le Secrétariat national à la bonne gouvernance et au renforcement des capacités sur cette épineuse question de la corruption. Selon le Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités, SNRGC, 85% des Ivoiriens sont confrontés quotidiennement à la corruption, au népotisme et au favoritisme. Plus grave encore, la Côte d'Ivoire figure parmi les 50 pays les plus corrompus du monde.
Le seuil critique est donc atteint. Tous les secteurs d'activité sont concernés. La corruption qui sévit dans les secteurs a complètement intégré les habitudes des Ivoiriens au point de la banaliser. Ainsi, entend-on dire, c'est comme ça au pays, ou bien c'est pas ça qui va faire tomber la Côte d'Ivoire. Avec de tels agissements, les Ivoiriens sont en train de perdre dangereusement leurs repères. Faillite morale, recherche du gain facile et absence de repères. Le secrétariat à la gouvernance tire la sonnette d'alarme à travers surtout une campagne publicitaire qui met en exergue le comportement hideux et honteux de certains Ivoiriens. Ces braquettes devaient être en prison, mais je les ai libérés contre de l'argent. Aujourd'hui, toute ma famille est en danger. La corruption. Tous coupables, tous victimes. Avec ces spots, le message du SNRGC aux Ivoiriens est clair. La corruption est un système tragique qui détruit les individus et la nation. Pour mener à bien son programme de lutte contre la corruption, le SNRGC a besoin de l'engagement ferme des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et aussi de la presse, le quatrième pouvoir. En plus de tous ces soutiens, les Ivoiriens doivent avoir un comportement nouveau en bannissant de leur esprit la recherche du gain facile, la paresse ou toute autre action qui ne leur permet pas de faire le bon choix pour la Côte d'Ivoire. C'est de cette seule façon que la malgouvernance cessera d'être un obstacle à l'émergence. L'eau potable, source de vie, est rare à la Riviera Sipim. Les habitants de ce quartier de Cocody vivent un véritable calvaire. Le constat de Kadis Moro dans un commentaire de Francis Boifo. Bientôt 5 ans que cela dure. Les habitants de Sipim 4 à la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody sont confrontés à une pénurie d'eau courante. Une situation difficile à supporter. Je suis malade. S'il faut se lever à 4 h du matin, venir placer barrique, attendre 8 h, 9 h pour l'avoir, je dis non. Quand on a vu le promoteur qui a réalisé les travaux ici, il nous a vendu les maisons. Il nous a vendu les maisons. Mais quand on s'est plaint, ils ont dit que c'était au niveau de la SODECI que nous devions voir. On a même approché la SODECI qui aussi nous a dit qu'ils attendent que le château d'eau d'Abata et d'Angré soit ouvert pour que nous puissions avoir de l'eau. Aujourd'hui, les 2 châteaux sont ouverts, mais nous n'avons pas d'eau. Pas d'eau courante au quotidien, mais les ménages reçoivent chaque trimestre des factures de la SODECI. Ils continuent de recevoir les factures, mais les gens qui payent 12 000, d'autres par contre qui payent 25 000. À l'agence SODECI de Cocody Saint-Jean où l'on s'est rendu, personne n'a voulu se prononcer sur la question. Du côté de l'Office national de l'eau potable, l'ONEP, les dirigeants annoncent la fin des travaux de fourniture en eau potable pour 2014. L'approvisionnement en eau potable du quartier Sipim 4 sera réglé au cours de l'année 2014. Parce que cette zone en fait bénéficie du programme financé par la BADEA, la banque qui est à Khartoum, à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons lancé des appels d'offres afin de retenir les entreprises qui auront en charge de réaliser ces forages-là. Et on pense que d'ici la fin de l'année 2014, le problème Sipim 4 et d'autres cités qui sont autour seront donc alimentés parfaitement en eau potable. En attendant, les habitants de ce quartier se contentent de l'eau distribuée par les services de l'ONEP. Le conseil régional de la Nawa était récemment en séminaire à Soubré. Il s'est agi à cette occasion d'élaborer le plan stratégique régional de développement durable. C'est un instrument de développement destiné à être mis en œuvre sur une base de projets prioritaires pour le bien-être des populations de la Nawa. Hugues Evebli. Ce que recherche le conseiller régional de la Nawa, c'est une plus grande efficacité dans la mise en œuvre de son programme d'activité. Le séminaire régional lui en donne les moyens. Experts, directeurs régionaux, chefs de service, membres d'organisations de jeunes et de femmes ont à cette occasion élaboré un plan stratégique régional de développement durable. Ils se sont accordés sur le plan d'action et le budget de la région pour différents secteurs. Sont pris en compte l'éducation, la santé, le transport, la voirie, le foncier rural, l'agriculture et le tourisme. Le séminaire nous a permis de dégager des axes stratégiques
Il y en a 16 que vous avez suivis, lesquels nous ont permis d'établir un plan d'action. Et évidemment, le plan d'action, c'est comme un fil conducteur. C'est ce qui va nous permettre, évidemment, d'engager nos actions sur le plan régional. La région de la Nawa, qui a pour capitale régionale Soubré, comprend 4 départements et 6 communes. La superficie du conseil régional de la Nawa, 8 982 km². Sa population en 1998 était estimée à un peu plus de 683 000 habitants. Le syndicat des photographes et caméramans professionnels de Côte d'Ivoire a mis sur pied une section dans la région du Go, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces photographes ont décidé d'être représentés dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour bénéficier de plus gros marchés et lutter contre la concurrence déloyale des photographes amateurs. Justine Sey, Djiké. Le syndicat des photographes et caméramens professionnels de Côte d'Ivoire, SINAFO-CAPSI, est désormais représenté dans la région du Go. Au nombre de 292 dans la section, ils revendiquent la reconnaissance de leur professionnalisme par les autorités administratives et politiques de la région du Go en vue de mieux vivre de leur métier. Les photographes sollicitent le marché pour l'établissement des photos des cartes nationales d'identité et des cartes scolaires. Le syndicat entend doter chaque région de la Côte d'Ivoire d'une section en vue de se faire connaître des autorités pour bénéficier d'une protection contre les photographes amateurs. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Gagnoa a exaucé leurs vœux en promettant de faire du syndicat le seul partenaire dans le milieu scolaire pour la production des photos des élèves dans les établissements scolaires de Gagnoa. Cette section du Go est composée des photographes et caméramens des sous-préfectures des départements de Gagnoa et Doumé. Le réseau d'appui à l'insertion des jeunes soutient les efforts du gouvernement dans la lutte contre le chômage et la pauvreté. Les responsables de cette structure ont offert des intrants agricoles et des kits d'alphabétisation aux jeunes d'Atenguié. Objectif, permettre aux bénéficiaires de se prendre en charge. Passez Mamadou. Lutter contre le chômage et la pauvreté en Côte d'Ivoire, c'est la vision du réseau d'appui à l'insertion des jeunes, RAPIJ. Pour atteindre ces objectifs, le réseau fait de l'entrepreneuriat une priorité. Cela à travers les activités agricoles, notamment la culture maraîchère et l'hévéaculture. Pour joindre l'acte à la parole, Adiko Johnson, président du réseau d'appui à l'insertion des jeunes et ses camarades offrent 3 hectares de pépinières et des intrants agricoles aux jeunes d'Atenguié, localité située sur l'autoroute du Nord, dans la banlieue d'Abidjan. Ce geste intervient après la satisfaction du travail réalisé avec le premier don, fait en septembre 2011. Adiko Johnson exhorte la jeunesse ivoirienne à la mise en place de projets agro-pastoraux afin d'être autonome économiquement. Aux bénéficiaires, le président du RAPIJ demande d'être des modèles pour les autres jeunes. Le réseau d'appui à l'insertion des jeunes a également remis des manuels d'alphabétisation aux femmes pour leur permettre de savoir lire et écrire afin de mieux gérer leurs activités. Bénéficiant du soutien du ministre Ahmed Bakayoko, le RAPIJ souhaite des appuis extérieurs pour assister efficacement la jeunesse ivoirienne. Deuxième demi-finale de l'émission Clash musical initiée par la Direction générale de la RTI pendant ses vacances. La compétition a opposé les artistes DJ au reggaeman. Témoin de cet événement, Francis Boifo. Les amoureux de la musique DJ d'un côté, ceux de la musique reggae de l'autre. Ils étaient un peu plus de 2000 à l'espace Figayo de Yopougon. Tous, les yeux rivés sur le ring, admirant les artistes sous le regard impartial des membres du jury. C'est la deuxième demi-finale de l'émission de vacances Clash musical initiée par la RTI. Bon, après les études, on vient s'amuser un peu. On essaie d'oublier un peu les problèmes, de vider un peu l'esprit. Ça fait qu'on voyage, quoi. Clash musical. La variété passionne les téléspectateurs de RTI 1. J'étais à Lomé, j'ai vu l'émission Clash à la télévision, à la RTI sur satellite. Ça m'a plu, je suis venu à Abidjan pour voir la deuxième demi-finale. Bon, en voyant l'émission, je vois toute la population ivoirienne autour de la musique, autour de l'émission Clash, c'est formidable. Plus qu'une simple distraction ou une découverte, cette émission est un vecteur de réconciliation. On est heureux d'être ici parce que c'est la jeunesse ivoirienne qui est réunie ici. On sent vraiment qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire et c'est la jeunesse ivoirienne qui gagne. Objectif atteint.
clament les dirigeants de la RTI, conscients du rôle que peuvent jouer les chaînes de télévision et de radio dans le processus de réconciliation et de reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et rendez-vous est pris ce samedi sur RTI 1 pour savoir le vainqueur de cette deuxième demi-finale. C'est au cours d'une conférence de presse tenue à Yaoundé que le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature a déclaré officiellement la décision de mettre fin à l'utilisation à terme des sacs et emballages plastiques sur toute l'étendue du territoire national. Regardez. Dans la zone industrielle de Douala, au Cameroun, une petite entreprise se distingue des autres. C'est l'une des rares structures de récupération et de recyclage des déchets du pays. À l'arrivée des bennes, les ordures sont triées, emballées, pesées et stockées. Le plastique constitue le plus gros des déchets. Le plastique, déjà, c'est une matière non biodégradable qui constitue un déchet énorme parce que le plastique peut faire facilement 400 ans sans toutefois être détruit. Donc, à partir du moment où un élément reste pendant 400 ans et qu'il est produit à quantité tellement énorme, ça pose un problème environnemental. D'où l'idée de valoriser ces déchets plastiques pour en faire des toilettes, par exemple. Ces cabines ont été entièrement fabriquées avec du plastique récupéré dans les poubelles d'autres entreprises. Une filière d'avenir pour ce directeur, un ancien cheminot qui n'a pas hésité à se reconvertir. Lorsque nous prendrons le déchet comme une richesse, le plastique comme une richesse, d'abord nous gagnons sur le plan de la santé. Toutes ces eaux que nous buvons sont issues du plastique, vous le savez. Donc sur le plan de la santé, rien ne vaut ça. Deuxièmement, en matière de recyclage de déchets, c'est des milliers d'emplois. Maintenant, leur valorisation va encore créer d'autres milliers d'emplois. Face au fléau de ces déchets, les autorités camerounaises souhaitent réagir plus efficacement. Plusieurs industriels ont été convoqués à une réunion ministérielle. Dans 6 mois, l'importation et la production de plastique non biodégradable pourraient être interdites. Tout ce qu'on souhaite, c'est que l'encadrement soit facilité, que le ministère ait un laboratoire de contrôle pour que vous ne présentiez pas, qu'il n'y ait pas de charlatans qui balancent des emballages et déclarent que c'est le biodégradable. Parce que le biodégradable a un coût. Un tiers des déchets produits au Cameroun sont des déchets plastiques, soit 200 000 tonnes chaque année. Un chiffre qui serait largement sous-estimé. Une opération militaire contre le régime de Bachar el-Assad semble imminente. Une question de jour, selon un membre de la coalition nationale syrienne. Regardez. Les autorisations accordées aux inspecteurs de l'ONU d'effectuer leur travail d'enquête sur les lieux bombardés à l'arme chimique dans la banlieue de Damas ne vont sans doute pas suffire au régime syrien pour éviter les représailles. Certes, sous la pression de Washington et l'ONU et sur le Conseil de Moscou souhaitant gagner du temps, des équipes ont pu procéder à des prélèvements, prendre quelques clichés et interroger quelques personnes exposées à ces gaz. Mais l'administration américaine a déjà tiré ses conclusions. Selon le chef du département d'État, il est indéniable que des armes chimiques ont été utilisées en Syrie et que cela interpelle la conscience du monde. Le président Obama pense que ceux qui ont recours aux armes les plus atroces contre les populations les plus vulnérables de la planète doivent rendre des comptes. Rien n'est plus sérieux aujourd'hui et rien ne retient plus notre attention. Même si pour Vladimir Poutine, il n'y a toujours pas de preuve de l'utilisation de telles armes, la Russie est désormais prévenue de l'imminence d'une riposte limitée. Tout en mettant en garde contre les conséquences catastrophiques d'une frappe, le chef de la diplomatie russe a donné une indication de nature à inquiéter Damas. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre avec qui que ce soit. Nous attendons toujours de nos partenaires occidentaux qu'ils définissent leur politique, non en réaction, mais de manière stratégique. Prévenu lui aussi, le régime syrien campe sur ses positions. Pour le chef de la diplomatie de Bachar el-Assad, les armes chimiques sont un prétexte pour agresser la Syrie, mais la Syrie dispose de moyens de défense qui surprendront le monde, a-t-il affirmé. En image, il y a 50 ans,
Martin Luther King marchait sur Washington contre les discriminations raciales. À cette occasion, le pasteur noir américain au pied du mémorial Lincoln, devant 250 000 personnes, prononce son célèbre discours « I have a dream ». Dans ce discours, le révérend King manifeste sa volonté et son espoir de connaître une Amérique fraternelle et unie dans sa diversité. Afrobasket 2013, 2 autres pays se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Afrobasket 2013. Il s'agit de l'Égypte et du Cap-Vert après leurs victoires respectives sur la Tunisie 77-67 et le Congo 67-60. Sébastien Oyen pour le point. C'est une belle équipe égyptienne qui s'est présentée face aux champions sortants, la Tunisie pour le compte des 8e de finale de l'Afrobasket 2013. Le dispositif tactique mis en place par l'Égypte a constamment gêné la construction du jeu tunisien. Le 4e quart-temps ne changera rien. L'Égypte confirme sa réussite du jour. Score 77-67. La Tunisie est tout simplement éliminée. C'est une équipe capverdienne en difficulté qui s'est présentée devant le Congo. Et pourtant, le Congo ne partait pas avec la faveur de pronostic. Mais les joueurs congolais se sont mis en confiance. Une circulation de balles fluide, les paniers sont réussis avec précision et facilité. Ils s'imposent aux 3 premiers quart-temps sans difficulté. Tous les regards sont tournés vers le dernier quart-temps, le 4e. Ici, les erreurs se payent cash. Cap-Verdiens et Congolais se disputent les paniers, beaucoup de pression et d'inquiétude sur les visages. À 2 minutes de la fin de la partie, le Cap-Vert saisit sa chance et prend l'avantage. Le panier de Correa fait mal. Le Congo, perturbé, laisse échapper la qualification au profit du Cap-Vert. Score 67-60. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt.